Enquête surnaturelle. J'ai plongé et j'ai vu le désastre. La gorgone rouge, c'est un peu cette espèce parapluie que tout plongeur connaît. Une gorgone. Mais oui, j'ai su ce que c'était, mais je ne sais plus. Le parc national de Porquerolles a 60 ans de recul sur la gestion du milieu marin. C'est la Méditerranée quand même. Si vous ne faites pas attention aux gorgones, vous êtes en train de détruire ce qui est l'essentiel chez vous. Les gorgones prédisent-elles l'avenir ? Bienvenue à vous, auditeurs surnaturels. Moi c'est Estelle, je décrypte pour vous la biologie marine dans cette aventure mystérieuse. Je suis Héloïse, votre détective des phénomènes climatiques et physiques de la nature. Et moi Lisa, votre guide à travers la gestion des écosystèmes de notre planète. Dans ce 4e épisode, l'enquête s'intéresse à présent à la question de la conservation des gorgones. L'équipe, les experts et les témoins discutent de l'avenir de ces espèces marines fascinantes. La prophétie des gorgones sera-t-elle enfin révélée ? Au fil des épisodes précédents, nous avons exploré en profondeur le monde fascinant des gorgones rouges de Méditerranée et de leur habitat unique, le coralligène. Nous avons remonté à la surface leur histoire qui est profondément ancrée dans un patrimoine commun méditerranéen, que ce soit à travers le mythe de la gorgone ou l'importance du précieux corail rouge pour les civilisations. Nous avons découvert comment ces espèces, en tant qu'ingénieurs, possèdent une valeur à la fois sur le plan écologique, paysager et socio-économique. Dans cet épisode final, nous allons plonger encore plus profondément pour comprendre les enjeux qui entourent ces créatures marines mystérieuses et explorer les pistes pour leur conservation. Comment pouvons-nous les protéger et préserver leur avenir dans un monde en évolution ? Restez à l'écoute pour découvrir les dernières révélations. Remontons en été 2022 lorsque les premiers signes de mortalité des gorgones sont apparus. Les premiers témoignages ont rapidement afflué grâce aux usagers de la mer qui ont alerté les scientifiques. En réponse à cette crise, un groupe de travail a été rapidement constitué. Didier Aurel, chercheur au sein du MIO, l'Institut méditerranéen d'océanographie, en fait partie. Il se trouve que je collabore avec des divers chercheurs, écologues, etc. sur la région de Marseille, et notamment il y a divers plongeurs qui ont commencé à observer ces mortalités, et un groupe de travail s'est mis en place, et ce groupe de travail associait entre autres le bureau d'études Septentrion Environnement à Marseille, qui fait de gros relevés de terrain et donc qui est sur le terrain et qui a pu suivre et faire un gros travail de recensement et d'échantillonnage pendant ces mortalités. Ensuite, sous l'impulsion de ce bureau d'études, un consortium de scientifiques s'est monté assez rapidement. On y retrouve des chercheurs associés à différentes structures, le MIO, l'IFREMER, l'Université de Montpellier, le laboratoire océanographique de Monaco et les scientifiques plongeurs de Septentrion Environnement, dont Tristan Estac fait partie. Donc on est un groupe d'une douzaine de personnes qui travaillent soit directement sur le suivi des populations de gorgones ou du coralligène en général, ça c'est notre cas à nous. D'autres qui vont être beaucoup plus spécialisés sur une thématique très précise en lien avec le coralligène et les gorgones. Certains chercheurs sont spécialistes de microbiologie, de génétique, du coralligène, de la physiologie des espèces de gorgones et de l'adaptation du corail au changement global. La création de ce consortium a aussi facilité la mise en relation des chercheurs avec les gestionnaires de milieux marins. Donc ça a commencé avec le parc des Calanques, de qui on est assez proche puisqu'on travaille sur le secteur du parc depuis avant la création du parc. Donc on a la chance d'être assez proche des différents agents. Donc on a pu mettre ça en place et ces chercheurs ils sont venus beaucoup avec nous sur le bateau et on a pu recenser l'impact de l'événement sur 29 sites à Marseille. Donc on a fait un protocole qui est commun à l'échelle méditerranéenne qui a été créé par Joachim Garabou justement et son équipe de chercheurs, de collègues à Barcelone, et qui est appliqué partout en Méditerranée. C'est un protocole commun qui permet de mesurer l'impact quand on a un événement de mortalité massive sur toutes les espèces du coralligène. Donc nous, on l'a axé sur les gorgones rouges principalement au début de l'événement. Et donc on a pu recenser tout ça. Et grâce à la mobilisation de tout le monde et du coup aussi beaucoup des agents du parc, on a pu faire des demandes de prélèvement de gorgones et de corail rouge en express, alors que c'est des demandes qui normalement prennent beaucoup de temps, surtout pour le corail rouge qui est une espèce commerciale. Il faut faire une demande aux affaires maritimes. Ce qui normalement prend beaucoup de temps.
Et là, on a pu avoir une autorisation. Ça a pris... on a commencé la campagne de recensement visuel et en 4-5 jours, on avait autorisation de prélever. Donc on a pu avoir la chance de faire un prélèvement qui n'avait jamais été réalisé, rien de similaire a été réalisé, en plein milieu d'un événement de mortalité. Et donc on a pu prélever sur des colonies qui étaient encore saines, qui ont résisté à l'événement, parce qu'il y en a quand même qui résistent, et sur les colonies qui étaient en train de mourir, on a pu prélever du tissu qui était encore vivant sur ces colonies qui allaient mourir dans les jours qui suivaient. Et ça, on a prélevé beaucoup d'échantillons, plusieurs centaines, sur les gorgones jaunes, gorgones rouges et corail rouges. Et ces échantillons-là, ils vont permettre d'aller plus loin que juste dire l'impact de l'événement de mortalité de 2022, c'était tant de pourcents de colonies touchées. Là, avec les prélèvements, on va pouvoir savoir et continuer d'élucider les questions que les chercheurs se posent depuis plus de 10-15 ans maintenant, c'est-à-dire pourquoi certaines colonies résistent aux anomalies thermiques alors que la majorité ne résiste pas. Pour la première fois, on va disposer d'un volume de données conséquentes et normalisées grâce au protocole élaboré. Et ça, c'est très important, car ça permet de définir des références qui sont utiles pour faire des comparaisons, soit entre plusieurs sites, soit sur le même site au cours du temps. Parce que comme je disais, le protocole, il est méditerranéen. Donc à la base, il est créé pour que les gestionnaires puissent faire les suivis eux-mêmes. Aujourd'hui, on a une base de données qui couvre quasiment toute la façade méditerranéenne française, de Banyuls jusqu'à Port-Cros, en passant par la Côte Bleue, les Calanques et le Cap Sissier, et quelques données en Corse à Scandola, du coup. Et les observations récupérées ne provenaient pas que des chercheurs, mais aussi de plongeurs. On a commencé à recevoir de plus en plus de signalisations de plongeurs qui ont aussi pu, via nos protocoles de sciences participatives Polaris, on pourra en reparler après, signaler les choses sur notre application. Les sciences participatives sont des programmes scientifiques auxquels on peut tous, spécialistes ou amateurs, contribuer par de la collecte d'observations sur la base du volontariat. Alors concrètement, Polaris se présente comme une plateforme de collecte de données, transformant chaque plongeur volontaire en un acteur clé de la recherche scientifique. En fait, il y a différents protocoles dedans, mais grosso modo, ça consiste à dire... il y a des espèces indicatrices, donc après leur plongée, les gens peuvent dire sur ce site, il faisait telle météo, il faisait tel temps, telle température, j'ai plongé à telle profondeur et pendant tant de temps, et j'ai vu du mérou, oui ou non, j'ai vu des corbes, oui ou non, qui sont des espèces indicatrices du bon état de santé des communautés de poissons. Après, j'ai vu cette espèce d'algue invasive, oui ou non, ça permet de savoir comment les algues invasives se propagent. Est-ce qu'il y avait des déchets humains? Est-ce qu'il y avait des signes d'activité ou de dégradation, activité anthropique, type mouillage ou filet de pêche? Cette approche collective n'assure pas qu'un traitement centralisé des données. Polaris les rend aussi accessibles pour des programmes de recherche nationaux et internationaux. Mais quand ils partent en vacances plonger en Italie ou à l'Estartite en Espagne, ils peuvent, s'ils le souhaitent, si ça les amuse, s'ils en voient l'intérêt, faire carrément un recensement de corail rouge et de mortalité de corail rouge de gorgone. Et après, ils peuvent le rentrer dans l'application et toutes les données, elles partent au CSIC, donc l'équivalent du CNRS espagnol. Et il y a aussi un intérêt opérationnel. Les informations recueillies par les plongeurs contribuent significativement au suivi scientifique, dont les résultats orientent à leur tour les mesures de gestion des aires protégées. Cette application Polaris, elle a d'ailleurs beaucoup servi pendant l'épisode d'anomalie thermique, parce que, par exemple, le Parc national de Port-Cros, ils ont fait un appel au club de plongée pour le dire au club de plongée tout ce que vous voyez comme observation, rentrez-les dans le Polaris, il suffit de créer un compte et après toutes les informations elles remontent aux scientifiques. Et nous on a pu savoir comme ça que sur certains sites il y avait de la mortalité et sur d'autres non. Et du coup on a pu aussi s'en servir pour nous ensuite aiguiller nos choix de sites pour aller faire du suivi complémentaire et plus poussé derrière. Un facteur limitant pour l'étude des écosystèmes marins, c'est son coût, car il nécessite l'utilisation de moyens humains et matériels importants. C'est pourquoi la collaboration avec des professionnels de la mer, comme les plongeurs, est essentielle pour les scientifiques. Yann Valton, plongeur et photographe professionnel, participe au suivi des colonies de gorgones. Nous, on continue à retourner sur les endroits où on a vu cette mortalité et on continue à refaire les mêmes photos pour voir l'évolution que prennent ces gorgones qui sont mortes, que deviennent les squelettes, est-ce que ça se recolonise? Parce que si les gorgones ont poussé à un moment à un endroit, ça veut dire que l'endroit est propice. On ne sait pas, nous on observe.
Donc on ne connaît pas suffisamment la chimie, la vie de ces animaux. On va laisser les scientifiques tirer des conclusions. Voilà ce que nous on a vu. Voilà, on a les photos. Voilà dans quel état c'est maintenant. Et ça n'a pas l'air bien. Maintenant, le scientifique va nous dire si c'est normal, c'est pas grave, ou bien oui, ils sont en train de mourir. Est-ce que vous avez regardé quelle température était l'eau quand vous avez plongé, à quelle profondeur? Après, le scientifique va faire une analyse plus détaillée, plus précise, avec des protocoles pour dire tiens, on va faire tout le temps la même photo, ou on va prendre toutes les mesures qu'il faut pour essayer de comprendre. Mais c'est évidemment, ça nous intéresse. Nous, on reste pas, on les écoute, on en discute avec les scientifiques, mais on n'a pas le bagage qu'il faut pour nous dire voilà ce qui s'est passé. Nous, on peut juste dire voilà ce qu'on voit. Mais plus de données collectées implique aussi plus d'informations à traiter. Et si on veut réagir dans un contexte de changement global, il faut aussi que les données soient analysées rapidement. C'est dans cet esprit que le programme Deep AI a été créé. Il s'appuie sur 2 approches. Les sciences participatives, qui permet de collecter des données photographiques en plongée scaphandre, et des méthodes d'intelligence artificielle pour analyser toutes ces images de gorgones et des fonds coralligènes. De leur côté, les chercheurs réalisent le suivi scientifique. Et pour assurer une protection efficace des gorgones, ils ont besoin de disposer de données collectées sur une longue période. Une des choses qui est extrêmement importante pour comprendre ces mécanismes, c'est d'avoir des suivis de ces populations de gorgones, de voir chaque année combien il y en a, quelle est leur densité, leur taille, et aussi des suivis de température. Et donc ça, il y a des éléments parce qu'il y a des enregistreurs de température qui sont installés à divers endroits, par exemple dans le parc des Calanques. Les enregistreurs de température, par exemple tous les 5 mètres de profondeur, de 5 à 40 ou 45 mètres, je ne sais plus, sont des petits enregistreurs qui restent là, on les laisse 1 an. Après, on les récupère et ils enregistrent assez fréquemment la température. Donc par exemple, à la fin de 2022, ils ont été récupérés et on peut avoir l'enregistrement de la température à différentes profondeurs et savoir effectivement... telle semaine, là, on a eu des mortalités et on sait quelle était la température, non seulement cette semaine-là, mais les mois d'avant. Et c'est grâce à ce type de suivi que l'on a pu mettre en évidence que la température n'est pas l'unique facteur intervenant dans les déclenchements de mortalité. Donc il y a la température qui va interagir avec potentiellement des pathogènes. Il y a aussi une question de nourriture probablement. C'est-à-dire que ces mortalités se déclenchent à la fin de l'été où souvent c'est une période où elles ont eu moins à manger. Donc ça peut intervenir. Il y a eu des hypothèses, des articles là-dessus, sur le fait que voilà, si elles ont faim, elles sont peut-être un peu plus fragiles, un peu anémiées. L'implication accrue du public permet de rassembler davantage de données, de suivre en temps réel les phénomènes écologiques et de recueillir des témoignages pertinents, comme ce fut le cas pour la mortalité des gorgones. Alors, quelles sont les suggestions du grand public pour sauver les gorgones ? Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais déjà protéger l'espèce et peut-être restaurer ses habitats. Et peut-être en cultiver, entre guillemets. C'est pas des plantes, mais les cultiver, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas trop non plus. Peut-être il y a des espèces qui travaillent en synergie avec, qui feraient que ça se développe plus facilement. Peut-être stopper ou du moins ralentir la pêche, notamment dans les grands fonds. Pour éviter de tout détruire, quoi. Faire plus de réglementation par rapport à ça ou faire des plus hautes condamnations, on va dire, pour ceux qui les enfreignent. Pour moi, c'est les aires marines protégées et les parcs nationaux qui doivent s'occuper de leurs œuvres. Pour reprendre le fil de l'enquête, commençons par examiner le statut de protection de la gorgone rouge et de son habitat, le coralligène. La gorgone rouge, malgré son classement comme espèce vulnérable en Méditerranée, souffre de l'absence d'un statut de protection solide, comme de nombreuses espèces marines, comme les requins d'ailleurs. C'est assez préoccupant, surtout quand on considère que les forêts de gorgone forment un écosystème récif unique en Méditerranée. Mais on a aussi vu que le coralligène était lui-même dépendant d'un bon état d'un autre écosystème, l'herbier de Posidonie. Cette interaction souligne la nécessité d'une approche globale de conservation qui ne doit pas se limiter à une aire protégée.
Et si on protégeait les gorgones, elles pourraient jouer le rôle d'espèces parapluies, qui sont des espèces cibles dans les programmes de conservation. L'idée, c'est qu'en protégeant une espèce particulière, on protège aussi son habitat et toutes les autres espèces qui y vivent, dont certaines sont également rares ou menacées. Historiquement, la conservation a souvent utilisé des espèces charismatiques en tant qu'espèces parapluies. C'est le cas par exemple des espèces peluches, comme le panda géant, qui attirent la sympathie du public et la générosité des donateurs, mais dont le rôle écologique est souvent surestimé. Et le milieu marin manque d'espèces parapluies, qui permettent de sensibiliser le public à ses habitats. Et puis, c'est un milieu qui n'est pas facilement accessible à tous. Il faut savoir nager, savoir plonger avec des bouteilles, ou être équipé en palmes, masques et tuba. De plus, il existe quand même chez certaines personnes une crainte des fonds marins, des profondeurs ou encore des animaux marins, notamment à cause de leur représentation dans le cinéma. Tout cela rend la protection des espèces marines plus complexe et moins visible aux yeux du grand public. Alors c'est vrai que les gorgones, qui ressemblent à des plantes et vivent fixées sur des rochers, ne sont pas particulièrement charismatiques pour le grand public. Mais en tant qu'espèce ingénieure, elles seraient pourtant très utiles dans les plans de conservation, puisque protéger la gorgone, c'est protéger toutes les espèces du coralligène. Les ingénieurs des écosystèmes sont aussi des espèces particulièrement importantes pour la restauration écologique. Comme ils rendent le milieu plus favorable aux autres organismes, ils facilitent la reconquête naturelle d'un écosystème dégradé. Cette technique est particulièrement intéressante dans le milieu terrestre car elle s'appuie sur les capacités d'autoréparation des écosystèmes. Mais qu'en est-il dans le milieu marin ? Est-ce que cela pourrait fonctionner dans le cas des gorgones ? Du coup, il y a déjà eu des projets de restauration expérimentale de populations de gorgones et de corail rouge. Dans le cadre du projet Transcor, 200 transplantations de corail rouge et 800 transplantations de gorgones rouges de Méditerranée ont été réalisées à partir de colonies saines sur des sites emblématiques au sein du parc national des Calanques. On a eu le corail rouge résiste très très bien à la transplantation. Il tient bien, donc c'est-à-dire que la méthode fonctionne. Le mastic utilisé permet une bonne fixation des colonies. Et une fois que les colonies sont fixées, il y a très très peu de pertes. En fait, on n'a eu que 5 nécroses sur 200 transplants de corail rouge. Mais les résultats sont mitigés pour la gorgone rouge, notamment parce que leur squelette est souple. Donc transplanter avec du mastic un squelette souple qui bouge dans le courant quand le mastic n'est pas encore sec, ça pose plein de problèmes méthodaux et du coup la prise est beaucoup moins viable. Donc on a eu beaucoup plus de pertes, on a eu aux alentours de 45% de colonies de gorgones rouges, c'était les gorgones rouges qui sont restées en place sur 800 transplants en tout. Donc 45%, ça fait un peu moins que la moitié. Et sur ces transplants par contre restés en place, on a aux alentours de 80% qui nécrosent pas. Donc pour la gorgone, les résultats sont pas forcément 100%, sont vraiment pas 100% positifs, loin de là. Et de toute manière, ce protocole, il était vraiment expérimental et il est encore à améliorer parce que là, on l'a fait avec des petits morceaux. Mais si on imagine un jour restaurer des populations de gorgones, ce sont des colonies entières qu'il faudrait transplanter. Et donc là, il n'y a aucune méthode qui existe aujourd'hui pour faire ça. Ça n'existe pas, il n'y a pas de solution magique. Et en plus, de toute manière, on peut se poser la question de, même si ça fonctionnait et qu'on pouvait faire tenir 100% des colonies qu'on transplante, et que 100% de ces colonies ne montrent même pas un seul % de nécrose, de toute manière, si les colonies ne sont pas adaptées aux anomalies thermiques, on a beau les transplanter, on a beau les faire tenir comme il faut, il suffit d'une anomalie thermique de plus pour que ces colonies nécrosent. Donc à grande échelle, ce serait juste pas du tout pertinent, et ce serait juste du gaspillage d'argent public ou d'argent privé. Donc on va pas sauver la planète en transportant des gorgones sur les sites où elles ont souffert des anomalies thermiques. C'est pas possible aujourd'hui. Envisageons maintenant la possibilité de protéger les gorgones au sein d'aires protégées qui sont des zones plus étendues. L'histoire du parc national de Porquerolles, le premier parc marin littoral et insulaire de France, créé en 1963, montre que cela fonctionne. Vincent Bardinal, agent du parc national, et François Sarano, un de ses parrains pour les 60 ans, peuvent en témoigner. Pourquoi Porquerolles ? Porquerolles, c'est aujourd'hui 60 ans de protection. Et on voit quand même ce que ça fait. On retrouve de tout à toutes les profondeurs. Vraiment, on n'a pas besoin d'être un plongeur invétéré pour observer des choses exceptionnelles. Dans 5 mètres d'eau, on peut tout voir. Porquerolles, c'est l'émerveillement d'une renaissance. Parce qu'il y a 60 ans, ou moi il y a 50 ans, j'ai plongé par ici.
Et ben, je vous garantis que ce n'était pas l'opulence, la richesse, à la fois l'abondance de tous ces poissons, mais surtout, il n'y avait pas des grands individus âgés, ces classes d'âge formidables qui notent la richesse de l'écosystème. Un écosystème est sain, un écosystème est plein, un écosystème est riche de toutes ses interdépendances lorsque les classes d'âge de la population sont complètes et qu'on trouve des individus les plus âgés qui correspondent à la limite d'âge de l'espèce. Parce que eux, leurs interdépendances sont très différentes de celles des plus jeunes. On a l'habitude aujourd'hui de dire c'est bien géré ou c'est en bonne santé à partir du moment où l'espèce n'est pas en danger d'extinction, ou pas beaucoup mieux à partir du moment où la population se reproduit. Que des jeunes. Mais pas du tout, c'est pas en bonne santé. Non, c'est pas en bonne santé. La santé, c'est plein, toutes les classes d'âge. Eh bien, c'est ce qu'on voit à Porquerolles. Et c'est ce que 60 ans de travail, de protection. Protection, ça veut dire endiguer les dégâts que les humains provoquent, et de réflexion apporte. Donc, c'est un modèle exceptionnel et je suis honoré qu'on ait pu me demander de parler de Porquerolles. Parce que pour moi, c'est un symbole magnifique. Ça devrait être exporté partout. Parce que, d'abord, c'est fondé sur une concertation. Et je pense que pour que nous vivions en paix sur cette planète, il est nécessaire de se concerter, mais pas qu'entre nous, les humains. C'est important de se concerter entre nous. Mais il faut aussi penser à ceux qui sont dessous la surface ici, aux autres qui sont invisibles et sans voix. Il faut que nous leur donnions une voix, symboliquement, que nous pensions à eux. Et cette concertation arrive à l'émerveillement qui fait que chaque année, des dizaines de milliers de personnes viennent à Porquerolles. Tout le monde s'y émerveille. C'est ça qui est formidable. Les parcs nationaux, comme Porquerolles, sont de véritables laboratoires pour la conservation, avec un territoire délimité, un conseil scientifique et des moyens alloués à la gestion. Cependant, ces conditions favorables ne sont pas toujours transposables aux autres zones côtières. La question de la conservation ne doit pas être débattue que dans les aires protégées, dont le niveau de protection est par ailleurs très variable. Et d'ailleurs, tout au long de notre enquête, nous nous sommes appuyés sur des études qui avaient été commandées par des gestionnaires d'aires protégées. Les données recueillies sont importantes pour eux car elles permettent d'améliorer l'état de connaissances sur leur site et de prendre des décisions de gestion adaptées. Mais de fait, il existe une sorte de matière noire de connaissances dans les sites non protégés qui constituent pourtant la plus grande partie de notre territoire. C'est aussi ce qu'il s'est passé lors de l'épisode de mortalité des gorgones. Donc il y a quand même des endroits où on n'a pas de données, type l'Estérel, côté de Saint-Raphaël, où il y a aussi des belles populations de gorgones, mais on sait qu'elles ont été impactées parce qu'on a eu des remontées par les plongeurs, mais personne n'a pu aller faire de recensement visuel quantitatif. Et puis ailleurs en Corse, on sait qu'elles ont plus ou moins été impactées selon la profondeur de vie des gorgones, mais pareil, on n'a pas eu de données. Et même si on n'a pas toutes les données, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas agir. Par exemple, il existe un plan d'action stratégique pour la conservation des gorgones qui a établi des recommandations pour l'ensemble de la région méditerranéenne. La première recommandation, c'est d'interdire impérativement le rejet d'eau usée près des fonds coralligènes pour éviter d'accroître les pathogènes. Une deuxième mesure importante, c'est l'interdiction du chalutage près du coralligène. Cela vise à prévenir les dommages physiques. Et ensuite, il faut éviter toute activité à proximité du coralligène qui implique une augmentation de la turbidité de l'eau et ou le déplacement de sédiments, comme la création de ports ou de digues. La quatrième recommandation, c'est une gestion adaptée de la pêche traditionnelle et de loisirs, et c'est indispensable pour empêcher l'épuisement des stocks de poissons cibles et des crustacés. Enfin, les activités de plongée doivent être organisées pour qu'elles soient compatibles avec la conservation du coralligène. Et c'est en agissant sur plusieurs impacts que l'on pourra aider les gorgones à mieux supporter le stress dû aux anomalies de température. Et pour pouvoir faire accepter les changements de pratiques par les usagers, qu'ils appartiennent à des communautés locales ou des touristes, il est nécessaire de mettre en place des programmes de sensibilisation.
beaucoup sensibiliser les plaisanciers à ne pas mouiller dans la baie de Posidonie. C'est le combat du siècle, le combat de la décennie. On en entend parler tous les étés aux informations, mais ça passe aussi par sensibiliser, si on retourne sur le sujet des gorgones, sensibiliser les gens, les plongeurs principalement, du coup, à maîtriser leur flottabilité, à pas toucher ce qu'on trouve sous l'eau, à pas mettre des coups de panne n'importe comment. Et donc tout ça, ça passe par et de la médiation sur les réseaux sociaux et de la transmission d'informations par les gestionnaires d'aires marines protégées aux clubs de plongée. Ils font souvent ça. À Port-Cros, les clubs de plongée sont obligés de signer la charte du parc national pour avoir le droit d'emmener des gens plonger. Et cette charte, elle liste les choses à pas faire et à faire pour les plongeurs. En effet, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement est une des actions prioritaires des parcs nationaux. Mais par contre, l'avantage, c'est que du coup, nous, on capte beaucoup les scolaires. Et les messages écologiques passent beaucoup plus avec les scolaires. Et pour moi, un enfant éduqué à l'environnement, c'est 2 parents éduqués. En général, c'est les enfants qui font l'éducation des parents sur ces questions-là. Et pour ceux qui ne peuvent pas mettre la tête sous l'eau, la photographie peut aussi jouer un rôle de sensibilisation. Mais la photographie nous permet de ramener aux gens qui ne pratiquent pas la plongée, de leur ramener des images, de leur ramener des souvenirs de ce qu'on vit sous l'eau et qui est la visite d'un autre monde. C'est vraiment la visite d'un autre monde dans lequel on est invité, on a la chance de pouvoir y aller, on a la chance de pouvoir en revenir et de ramener des images, soit fixes, soit animées. Mais vraiment la photo à l'origine, c'est ramener, partager ce que nous on a la chance de pouvoir visiter. On sait qu'on est une toute petite partie de la population, les gens qui plongent. Et on a la chance de pouvoir montrer aux 90% d'autres non-plongeurs que ce monde-là, il est magnifique et qu'il faut le protéger. C'est-à-dire qu'on détruit ce qu'on ignore. Là, on est les plus grands destructeurs, c'est quand on ignore. Et la photographie est aussi un outil puissant pour faire apprécier les paysages sous-marins. À ce sujet, l'expérience esthétique est peut-être une piste insoupçonnée, car elle pourrait être un puissant moteur de motivation sociale pour la conservation. Cette dernière implique les dimensions affectives et émotionnelles de notre rapport à la nature. Il est vrai que les espèces peu attractives font l'objet de moins d'études que les espèces charismatiques. Alors comment est-ce qu'on peut appliquer cela à la conservation de la nature ? Il s'agit de rapprocher les préférences esthétiques du public au fonctionnement des écosystèmes. Alors on peut le faire en mettant en valeur le paysage ou une espèce au-delà de ses attributs visuels, c'est-à-dire en mettant en avant ses rôles et ses fonctions écologiques. Cette approche fonctionnelle existe déjà, on la retrouve dans le domaine de l'art. L'appréciation d'une œuvre s'appuie aussi sur l'intention de l'artiste lors de son travail, le contexte historique, le mouvement auquel elle appartient et son impact dans l'histoire de l'art. Pour réconcilier les objectifs écologiques avec les attentes sociétales en termes d'esthétique, les recherches montrent qu'il est important de mieux faire comprendre les phénomènes écologiques au grand public, et ça joue vraiment un rôle dans leur perception de la nature. Un exemple concret, c'est l'histoire de la création du parc national de Port-Cros. À l'origine, l'île de Port-Cros était le fief de nombreux écrivains qui appréciaient sa nature luxuriante, ses paysages mystérieux, ce qui créait une ambiance particulière propice à l'émulation intellectuelle et à la création. Ainsi, leur volonté de préserver l'esprit des lieux a permis la création du parc national de Port-Cros, qui a engendré de nombreuses études révélant sa grande richesse écologique. Cela montre que l'intérêt esthétique et sensoriel de cette île a joué un rôle important dans la conservation du patrimoine naturel. Pour des espèces méconnues comme les gorgones et des habitats comme le coralligène, cette approche pourrait être intéressante. Justement, en 2019, une thèse a étudié l'esthétique et la biodiversité des écosystèmes sous-marins. L'auteur a suggéré, par exemple, que les scénographes pourraient représenter des écosystèmes plus fonctionnels en utilisant un petit nombre d'espèces emblématiques pour valoriser des communautés diversifiées plus proches de la réalité, sans pour autant altérer la valeur esthétique des scènes présentées.
Les campagnes de communication en faveur de la conservation devraient également intégrer la représentation d'une plus grande diversité d'espèces, voire de valoriser la biodiversité à travers des écosystèmes et des processus écologiques, au lieu de se concentrer finalement sur des espèces uniquement emblématiques. Ainsi, l'art pourrait jouer un rôle crucial. En faisant ressortir la beauté des gorgones et du coralligène, il pourrait rendre ces écosystèmes plus proches et plus réels pour le public, favorisant ainsi une prise de conscience et une action en faveur de leur protection. Le principal défi de l'approche esthétique, c'est de s'assurer que l'appréciation ne se limite pas à la surface, mais qu'elle s'accompagne d'une compréhension des phénomènes naturels. Il s'agit d'équilibrer l'émerveillement esthétique avec une conscience écologique. J'ai toujours voulu réunir le monde de la mer, la voile, les marins, les pêcheurs, enfin tout ce milieu qui sont les gens, comment on dit, les gens de la mer, avec le milieu de l'art dramatique. Je m'appelle Charles Berling, je suis né à Saint-Mandé et depuis très longtemps je pratique l'art dramatique et aussi la voile. Eh bien, dans la vie, je fais donc du théâtre, du cinéma, de la télévision. Je dirige une scène nationale ici à Toulon qui s'appelle Château-Vallon Liberté. Je joue, je mets en scène, je chante parfois, j'écris, je fais beaucoup de choses, mais qui ont toutes, disons, un socle commun, c'est je raconte des histoires. Depuis quelques années, Charles Berling et les équipes de la scène nationale Château-Vallon Liberté organisent un événement, Passion Bleue, qui rassemble le public autour de la mer. Alors, Passion Bleue a été créée en partant du constat que dans une ville côtière et si pourtant, je dirais, en prise directe du point de vue culturel, économique, démographique, géographique évidemment, en prise directe avec la mer, et cependant les Toulonnais connaissent très mal la mer. Malheureusement, on voit qu'il y a dans beaucoup de villes côtières comme ça, il y a beaucoup de monde qui sont là, ils ont admis qu'il y avait la mer à côté, mais ils vont parfois s'y baigner l'été, mais ils n'ont pas une franche curiosité. Donc, partant de ces constats, nous on s'est dit, il ne faut pas donner des leçons aux gens, il ne faut pas leur dire quoi faire, il ne faut pas les terroriser, parce que je pense qu'on est suffisamment tous terrorisés par ce qui se passe dans le monde et au niveau écologique, mais ça provoque une forme de sidération, voire de déni. En tout cas, ça ne provoque pas de l'action au niveau écologique. Et donc, on s'est dit, on va faire Passion Bleue pour montrer à quel point c'est beau. Parce que, comme le dit François Sarano, qui est venu plusieurs fois déjà à Passion Bleue et qui est absolument passionnant, il dit c'est parce que les gens vont voir les cachalots, vont voir les baleines, vont voir les dauphins, vont nager avec eux, qu'ils vont les aimer et donc qu'ils vont prendre conscience que ça vaut le coup de les faire vivre. C'est donc, on s'est dit, on va prendre le parti de louer les merveilles de l'océan et de la mer. Et pour ce faire, fidèle d'ailleurs à notre ADN de scène nationale, on a voulu réunir des scientifiques, des artistes, des pêcheurs, des marins de la Marine nationale, tous ceux qui, des touristes, le parc national de Port-Cros, bien entendu, pour intéresser les gens à la mer, pour faire en sorte que, même s'il y a des polémiques, très bien, que les pêcheurs n'aient pas les mêmes intérêts que la Marine nationale ou que la Marine nationale, le parc national de Port-Cros, c'est normal, c'est logique, mais il faut que ces gens discutent. Mais je pense qu'on pourra aider les gens à aimer les gorgones parce qu'on va les leur montrer, c'est exactement la théorie de Sarano, il a raison. C'est-à-dire, c'est parce qu'on va les fréquenter. Il faut décliner la gorgone et raconter la gorgone. Une autre facette importante à aborder, c'est celle de l'économie. En effet, il ne peut pas y avoir d'études, de suivi scientifique, de conservation ou d'expérimentation sans financement. Et de ce fait, l'aspect économique a toujours été une source de préoccupation pour les gestionnaires. Prenons pour exemple le mérou brun, qui est un poisson emblématique du coralligène.
Avant que des aires marines protégées telles que le parc national de Porquerolles soient créées, ou alors qu'un moratoire imposé en 1993 n'interdise sa chasse sous-marine et sa pêche au hameçon, il avait presque disparu des côtes françaises. Sa population est passée de 7 individus en 1973 à plus de 791 en 2019. Pourquoi on a protégé le mérou à un moment? Pourquoi on a réglementé le mérou? Parce qu'il commençait à avoir des populations ridicules de mérou, il commençait vraiment à disparaître. Donc on a créé un moratoire, donc ça a été notre action de gestion, de créer un moratoire pour interdire la pêche du mérou. Mais derrière, si on n'explique pas aux gens pourquoi on fait ça, ben, ils comprennent rien et c'est pas forcément du coup respecté. Et pour donner un exemple, un mérou vivant rapporte 40 fois plus qu'un mérou mort. Si on prend à l'échelle économique, un mérou vivant va rapporter du plongeur, donc chaque plongée c'est une quarantaine d'euros. Sur sa vie, il va voir X plongeurs, sachant que il vit une vingtaine d'années. Sur ses 20 ans, il va voir 4000, 5000, 6000, 8000 plongeurs selon les sites. Donc 8000 plongeurs fois 40 euros, je vous laisse faire le calcul. Un mérou mort, c'est environ 40 euros le kilo. Depuis plusieurs années, le concept de service écosystémique émerge. Il s'agit d'attribuer une valeur à la biodiversité et c'est une façon de mesurer comment la nature contribue au bien-être humain. C'est une perspective qui souligne l'interdépendance entre l'homme et la nature. L'idée est alors de promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles. Et ce concept a émergé parce qu'il est difficile de convaincre avec la seule idée que la nature possède une valeur qui lui est propre et c'est en tant que telle qu'il faut la préserver. Les arguments économiques semblent être plus efficaces auprès des décideurs. La difficulté, c'est de quantifier la valeur inestimable de la biodiversité. Et c'est pour évoquer l'évaluation monétaire de la nature que nous avons rencontré Victor Petrov, un économiste de la mer. Alors oui, la monétisation, c'est donner une valeur économique à quelque chose qui n'a pas forcément de valeur économique. Par exemple, on peut donner une valeur économique à 1 mètre carré de plantes de Posidonie. On peut estimer combien ça rapporte pour un commerçant d'avoir 1 mètre carré de Posidonie. Autrement dit, on va plutôt estimer combien le commerçant pourrait perdre si la plante de Posidonie n'existait pas. Et donc on monétise ça. En fait, ça permet, surtout pour les autorités, ça permet de leur faire passer un message plus facile plus compréhensible pour eux qu'on va perdre cet écosystème. Enfin, je veux dire que eux, c'est dommage, mais en vrai, ils s'en foutent. Hein. Enfin, ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent pas, mais ils seront moins sensibles à ce message que si on leur dit, par exemple, si on perd toute la Posidonie en Méditerranée, ça fera perdre 3 millions d'euros à l'île de Porquerolles, par exemple. Je dis des chiffres un peu au hasard, mais donc ça permet en fait de mettre des arguments en avant qui feront changer les politiques des autorités. Malgré son importance, on ne connaît pas encore l'intégralité des services écologiques rendus par l'écosystème coralligène aux communautés humaines. Et cela nous amène à un débat plus large concernant la vision utilitariste de la biodiversité. Pour moi, monétiser la nature, ça peut être un outil intéressant pour ceux qui ont des rapports à rendre, les chercheurs ou les associations, etc., envers les décideurs politiques. Comme ça, ces derniers peuvent mettre en place des politiques publiques adaptées. Parce que c'est quand même un argument de monétiser la nature, c'est un argument intéressant et c'est surtout ce que vont retenir les décideurs publics. Mais je comprends aussi dans un sens ceux qui trouvent que monétiser la nature, c'est quelque chose qui est un peu ridicule. Même si souvent ce sont souvent des gens qui sont déjà sensibilisés à l'environnement. Ça reste quand même monétiser la nature, ce n'est quelque chose d'assez capitaliste, d'assez libéral. Mais moi je pense que d'utiliser cet argument, même si c'est monétiser des choses vivantes, etc., ça peut être très intéressant
dans l'objectif de mettre en place des politiques pour l'environnement. Et si l'on revient sur le concept de service écosystémique, l'un de ses principaux défauts réside tout de même dans sa faible intégration dans les décisions concrètes sur le terrain. De façon globale, la représentation de la conservation de la nature s'intègre dans des courants de pensée différents et qui évoluent. Il y a le courant de l'anthropocentrisme qui mettrait en valeur l'intérêt des gorgones en faveur de l'homme, comme les activités économiques liées à la pêche ou à la plongée. À l'opposé, deux autres courants affirment que la nature possède des valeurs intrinsèques. Les Racines du ciel de Romain Gary, écrit dans les années 50, est considéré comme le premier roman écologique français. Il s'inscrit dans un monde à la sortie de la Seconde Guerre mondiale qui prend conscience peu à peu de la fragilité de la nature. En racontant la lutte en faveur des éléphants d'Afrique, l'auteur porte un message universel, celui de la protection de la nature et des droits de l'homme. Charles Berling en fait une analogie avec le milieu marin. Et il dit, détruire les grands mammifères marins, c'est comme détruire les droits de l'homme. C'est la même chose. Vous faites ça, et la suite, c'est les droits de l'homme. C'est que vous détruirez les droits de l'homme. Et moi, je crois beaucoup en ça. C'est-à-dire, je dis, mesdames, messieurs, si vous ne faites pas attention aux gorgones, vous êtes en train de détruire ce qui est l'essentiel chez vous. C'est-à-dire que vous allez vous attaquer ensuite à votre voisin ou à l'homme. Donc, il faut comprendre que c'est le même geste. Il l'a très bien exprimé, Romain Gary. Les Racines du ciel. Et d'ailleurs, à la dernière Passion bleue, l'expédition Cachalot, quand nous avions Roland Jourdain, François Sarano et Camille Etienne sur le même bateau qui partait voir des cachalots, il y avait un texte de Romain Gary là-dessus, qu'il a publié dans le Figaro sur ça, sur cette idée. Moi, je crois qu'il a raison. Et donc, de ne pas faire attention à ces êtres fragiles, de ne pas vouloir les sauver, c'est se détruire. Cette approche de la protection de la nature est l'une des plus anciennes, mais elle n'est pas pour autant éteinte. Elle est liée à deux courants de pensée. D'une part, le biocentrisme, qui se concentrerait sur la gorgone, mais sans forcément prendre en compte le coralligène. Et d'autre part, l'écocentrisme, qui se préoccuperait de la santé du coralligène dans sa globalité. Et depuis quelques années, une nouvelle conception apparaît, l'évocentrisme. Alors cette approche s'intéresse à la réduction des pressions exercées par les humains sur l'évolution des écosystèmes et s'interroge sur la manière de laisser plus de liberté à leur dynamique naturelle. Mais contrairement aux milieux terrestres qui peuvent être délimités, dans les fonds marins, les espaces sont déjà en libre évolution. Et cela illustre combien il est difficile de penser la gestion des aires marines de façon différente de celle des écosystèmes terrestres. Alors, est-ce que les gorgones peuvent s'adapter au changement climatique ? Ça, c'est une des principales questions de nos travaux de recherche ici actuellement, donc je vous remercie de l'avoir posée. Alors, les contraintes qui peuvent exister liées à la vie fixée des espèces sous-marines, il y en a plusieurs. La première, si on reprend les vagues de chaleur, c'est que si l'environnement change et devient défavorable, on ne peut pas bouger, partir, on ne peut pas fuir, entre guillemets. Donc ça, c'est un problème. On peut éventuellement bouger à l'échelle de plusieurs générations, c'est-à-dire que peut-être que les larves pourront aller se fixer ailleurs et s'installer dans un environnement plus favorable. En Méditerranée, il y a un petit problème qui s'appelle l'Europe, qui est le continent européen, c'est-à-dire que plus il fait chaud, plus on s'attend à ce que certaines espèces remontent en latitude, plus vers le nord, par exemple, pour l'hémisphère nord. Et nous, en Méditerranée, plus vers le nord, c'est un peu difficile. Donc ce qui va se produire très probablement, c'est une restriction de leur aire de distribution et on va garder que les populations les plus profondes. Est-ce que des espèces pourraient assurer les services écosystémiques assurés par la gorgone ? Je dirais que je ne sais pas trop parce que on ne sait pas forcément bien quel sera le type d'écosystème qu'il y aura dans le futur. Enfin, ce qui est possible, c'est qu'on ait des écosystèmes où il y a peut-être beaucoup moins de ces grandes gorgones qui forment des habitats en 3 dimensions sous l'impact cumulé du changement climatique et d'autres pressions humaines. Mais par exemple, il y aura très probablement toujours des poissons, mais ce ne sera plus les mêmes, etc. On n'a pas de boule de cristal pour prédire l'avenir, on peut juste essayer de faire des projections, mais une des possibilités est qu'effectivement on ait des écosystèmes où on ait beaucoup moins, voire plus du tout de ces grandes gorgones à faible profondeur.
C'est une espèce indicatrice, la gorgone rouge, c'est une espèce indicatrice du changement global en Méditerranée, une espèce parapluie, comme on dit, parce que espèce qui subit de front le changement global et qui permet de voir qu'il y a bien un impact réel sur l'ensemble de l'écosystème et des communautés qui vivent sur cet écosystème. Et est-ce que les gorgones prédisent l'avenir de la Méditerranée ? En tout cas, on peut dire que les gorgones qui vivent dans les premières tranches de profondeur prédisent clairement l'avenir de la Méditerranée, ou en tout cas des communautés dans ces premières tranches de profondeur, puisque l'avenir, c'est qu'on risque de plus avoir de gorgones de toute façon dans ces tranches de profondeur. Et donc si on n'a plus de gorgones, on n'a plus de communautés associées, et puis on a un effondrement global de tout ce qui vit associé à ces gorgones. Donc oui, je pense que les gorgones peuvent au moins prédire l'avenir des premières tranches de profondeur en Méditerranée. Notre exploration des mystères des gorgones et du coralligène approche de son épilogue, révélant une vérité profonde. Les gorgones ne sont pas seulement des animaux silencieux formant des forêts marines. Par leur grande sensibilité au changement de leur environnement, elles agissent comme de véritables oracles de la Méditerranée. Les épisodes de mortalité massive nous envoient des signaux d'alarme, annonciateurs de manifestations du changement climatique, bien avant leur apparition sur Terre. Dans ce podcast, nous avons déroulé notre enquête tel un fil d'Ariane, cherchant non seulement à piquer votre curiosité, mais aussi à vous guider à travers un labyrinthe de données complexes. Un exercice certes difficile, mais profondément essentiel. Nous avons également souhaité démystifier certaines illusions de solutions. Séduisantes comme le chant des sirènes, ces idées reçues pourraient détourner nos efforts de stratégies plus efficaces et durables. D'où l'importance de la médiation qui permet de se représenter des phénomènes naturels dans leur réalité scientifique et qui permet de mieux comprendre les enjeux écologiques et ainsi agir de façon éclairée. En vous faisant connaître et aimer l'univers des gorgones, nous espérons vous avoir amusé, médusé et sensibilisé à la complexité des défis rencontrés par les professionnels de la conservation. Nous avons aussi veillé à ne pas sombrer dans un discours alarmiste tout en offrant un message d'espoir. La qualité des eaux de Méditerranée ne cesse de s'améliorer, tout comme les pratiques des professionnels comme les plongeurs ou les courailleurs. Un courant de fond qu'il faut soutenir et maintenir à flot. Face à la prophétie des gorgones, ne restons pas pétrifiés. Restons vigilants et gardons les yeux grands ouverts, prêts à observer, comprendre et agir. Ça va être dur pour les gorgones. Les gorgones prédisent-elles l'avenir ? Ce podcast de vulgarisation scientifique vous est proposé par Média Nature. Merci de votre écoute, auditeurs surnaturels. Un grand merci à tous nos témoins et nos experts, ainsi qu'au Parc national de Porquerolles pour son soutien. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à plonger dans la description de l'épisode. Et si cette immersion dans les mystères marins vous a plu, abonnez-vous et partagez pour soutenir notre travail. Restez à l'écoute pour de nouvelles aventures scientifiques, naturelles et mystérieuses.